L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Nous sommes le 21 octobre 1978. Il est 18h19. Dans le sud de l'Australie, à Melbourne, la météo est excellente. Le ciel est dégagé et un jeune pilote vient de décoller. À bord de son petit avion à hélice, Frédéric Valentich, 20 ans, vole vers l'île King, au large de l'Australie. Son trajet ne doit durer qu'1 heure, mais le garçon n'arrivera jamais à destination. Il va se volatiliser. Quelques secondes avant sa disparition, paniqué, il prévient la tour de contrôle de Melbourne. Quelque chose tourne autour de lui. Un objet lumineux, métallique. Quelque chose qu'il n'a jamais vu. L'appareil semble jouer avec Frédéric. Mais rien, absolument rien, ne s'affiche sur le radar de la tour de contrôle. Alors, personne ne comprend. Que se passe-t-il au-dessus de ce grand détroit australien ? Les secondes s'écoulent, la panique monte. 19h12. Frédéric Valentich craint pour sa vie. « C'est pas un avion !» Un son aigu, un grincement métallique résonne dans le casque du contrôleur. Frédéric Valentich tente de finir sa phrase, mais elle est inaudible, incompréhensible. C'est la dernière fois qu'il donnera signe de vie. Nous sommes le 21 octobre 1978. Il est 19h12. Et c'est l'heure H de mon histoire. Plus tôt cette journée-là, Frédéric Valentich s'est préparé à ce vol. À seulement 20 ans, le pilote a déjà une petite réputation derrière lui. Il semble être du genre à transgresser les règles. D'ailleurs, il a déjà reçu plusieurs avertissements de l'aviation civile pour sa mauvaise conduite. Mais aujourd'hui, le vol de Frédéric Valentich s'annonce plutôt calme. Le jeune homme n'a le droit de voler que par beau temps, alors toute la journée, il vérifie la météo et scrute le ciel. Et bonne nouvelle pour lui, il fait beau. Le temps est radieux, le ciel est parfaitement dégagé. En fin de journée, Valentich se rend dans le sud de Melbourne. Il doit voler avec un petit avion à hélice, un Cessna 182. Vers 17h, il monte dans le cockpit, situé sous les ailes de l'engin, et prépare son expédition. Frédéric Valentich veut se rendre à l'île King, située dans le détroit de Bass, à quelques kilomètres au large de l'Australie. Le vol est plutôt simple, mais Frédéric n'est pas ce qu'on appelle un pilote expérimenté. Avec seulement 150 heures de vol, il est même plutôt un pilote en formation. Après avoir tenté de rejoindre la Royal Australian Air Force, l'armée de l'air australienne, l'homme rêve d'être pilote de ligne. Mais son parcours est difficile. Il a déjà raté à plusieurs reprises les examens. Pourtant, il s'accroche à son rêve et il n'en démord pas. Quant à son vol, il s'annonce tranquille. Avec cette météo clémente, il lui faudra un peu plus d'1 heure de trajet pour arriver à destination. Au moment de s'enregistrer, Frédéric explique qu'il se rend sur l'île King. Pourquoi aller sur cette petite île perdue entre l'Australie et la Tasmanie ? Eh bien, il doit récupérer des amis là-bas et les ramener à Melbourne. 18h19. Frédéric décolle et se dirige vers la mer. Plus il monte dans les airs, et plus il admire la beauté de Melbourne. La 2e plus grande ville d'Australie est aussi l'une des plus impressionnantes. Elle est construite le long d'une immense baie qui fait environ la taille du Brabant wallon. Les minutes passent. Le jeune pilote quitte Melbourne, puis la baie, et survole à présent le détroit de Bass. Ce détroit fait le lien entre l'Australie et la Tasmanie. C'est là, au-dessus de cette zone, que Valentich va faire une rencontre très mystérieuse. À 4000 pieds, plus ou moins 1300 mètres, au-dessus de la mer, Frédéric aperçoit quelque chose. Il y a, à seulement quelques centaines de mètres de lui, un engin volant. C'est un étrange objet métallique. Il n'a jamais rien vu de tel. Mais une chose est sûre, l'engin est proche,
trop proche de son Cessna 182 et ne respecte clairement pas les distances de sécurité. Et puis cet appareil est bizarre. C'est quelque chose que le jeune homme n'a jamais vu. Pendant de longues secondes, Valentish l'observe avec attention. Et il est sûr de lui. Il ne reconnaît pas le modèle de cet avion. Si, toutefois, c'est un avion. Car de ça, Frédéric n'en est même pas certain. Après 50 minutes de vol, le jeune pilote ouvre son micro et contacte par radio la tour de contrôle. Il est 19h06. Melbourne, ici Delta Sierra Juliette. Y a un trafic connu en dessous de 5000 pieds? La réponse du contrôleur l'étonne. Sur le radar de la tour de contrôle, aucun autre engin n'apparaît. Frédéric Valentish est censé être seul. Mais c'est impossible. C'est tout bonnement impossible, puisqu'il voit là, devant lui, à une centaine de mètres, un avion, un objet ou, en tout cas, quelque chose qui vole dans les airs. Frédéric reprend les communications, il insiste. Le jeune homme voit bien un avion impressionnant, massif, qui vole assez bas dans le ciel, au-dessous de 5000 pieds. Valentish tente de garder son calme. Sa respiration est lourde. Pourquoi le radar de la tour de contrôle ne détecte-t-il pas cet engin? Du côté du contrôleur, c'est l'étonnement et l'incompréhension qui montent. Le pilote ment-il? Est-il sous l'influence de drogue? Ou est-il vraiment face à l'une des apparitions les plus mystérieuses de l'histoire de l'aviation? Frédéric commence à décrire avec précision ce qu'il a sous les yeux. C'est un engin avec 4 lumières, on dirait des feux d'atterrissage. Mais il arrête brusquement sa description. Il est surpris, il a le souffle coupé, ses yeux s'écarquillent et soudain il s'exclame « Melbourne, l'avion vient de passer 1000 pieds au-dessus de moi !» Le contrôleur n'arrive pas à y croire, mais bon sang, que se passe-t-il au-dessus du détroit de Bass? Frédéric tente de reprendre son récit, mais c'est un calvaire. Il ne peut donner qu'une vague description. L'engin va tellement vite, il virevolte, tourne autour du Cessna. Est-ce un avion militaire, peut-être un étrange prototype de l'armée? Ce serait tout de même très étonnant, d'autant que la tour de contrôle ne voit aucun engin militaire connu dans les environs. Pendant des secondes qui paraissent interminables, les deux Australiens se retrouvent incrédules face à cette rencontre. Il y a dans l'air un ovni, un objet volant non identifié. Le jeune pilote de 20 ans est totalement démuni. Il ne peut rien faire, à part garder le cap et espérer que cette rencontre finira bien. 19h08 et 18 secondes. À partir de maintenant, la communication entre Frédéric Valentish et la tour de contrôle est de plus en plus difficile. Chaque message est entrecoupé de grésillements. Un souffle et un bruit métallique couvrent la voix du pilote. Au cours de cette mystérieuse rencontre, Frédéric tente de garder son calme. Mais à plusieurs reprises, son sang se glace dans ses veines. L'appareil inconnu se rapproche dangereusement. Son comportement est très étrange. Trop étrange. Valentish n'a jamais vu ça. Il semble jouer à une sorte de jeu. Il me survole 2-3 fois et à des vitesses que je ne peux pas estimer. La tour de contrôle tente toujours de garder un contact avec Frédéric et continue de demander des informations de vol, son altitude, sa situation. Mais rien. La communication est coupée. 10 secondes plus tard, Frédéric ouvre à nouveau son micro et prononce ces mots stupéfiants. « Ce n'est pas un avion !» Un nouveau grésillement l'empêche de donner des nouvelles. Le pilote se retrouve seul, au-dessus de la mer, à 1300 mètres, avec cet engin, cette chose qui tourne autour de lui. Il tente de reprendre son exposé plus en détail. L'engin a une forme allongée, mais impossible d'en dire plus. Mais je le vois, il est devant moi en ce moment, il se déplace. La chose est en orbite au-dessus de moi. Elle a une lumière verte et des reflets métalliques. Oh, elle est si brillante. Après plusieurs secondes passées à le scruter là, sous ses yeux, l'engin disparaît subitement. Frédéric ne le voit plus. Il cherche au-dessus, en dessous, partout. Et puis, l'appareil réapparaît dans son champ de vision. Seulement, après le grésillement, un autre problème touche Frédéric.
son avion, son petit Cessna 182 bat de l'aile. Le moteur tourne au ralenti, il tousse. Le pilote tente quelques manœuvres pour calmer le moteur et parvient à reprendre les commandes. 19h12. Voilà maintenant près d'une heure que Frédéric est dans les airs. Ce qui ne devait être qu'un banal vol de Melbourne à l'île King a pris une toute autre dimension. Depuis plusieurs minutes, Valentish se sent menacé. Quelque chose s'amuse avec lui. Il tente difficilement de garder le cap, mais il le sent, il le sait. Quelque chose de terrible est sur le point de se dérouler. À 19h12 et 4 secondes, la tour de contrôle lui pose une ultime question. Elle demande au jeune pilote pourquoi. Pourquoi vole-t-il? Quelles sont ses intentions? Mes intentions sont d'aller à King Island. Melbourne, l'étrange objet plane à nouveau au-dessus de moi. Ces mots seront les derniers de Frédéric Valentish. Delta Sierra Juliette, vous m'entendez? Delta Sierra Juliette. Durant 17 secondes, très précisément, seuls des frottements, des grésillements parviennent au casque du contrôleur, comme si le micro était allumé mais que Frédéric ne répondait plus. Et puis tout à coup, plus rien. Un silence assourdissant. Il est 19h12 et 49 secondes. La communication entre le pilote et la tour de contrôle est définitivement coupée. L'avion disparaît des radars. Après 1 heure de vol au-dessus de l'eau, après avoir traversé la baie de Melbourne et survolé le détroit de Bass, Frédéric Valentish disparaît. Ces derniers mots feront date et deviendront célèbres. Melbourne, l'étrange objet plane à nouveau au-dessus de moi. Alors que le soleil va bientôt se coucher, l'alerte est donnée. Un Cessna 182 a disparu. Sa dernière position connue, à 50 km au sud de la côte australienne, au beau milieu de la mer. Par mesure de précaution, les autorités aériennes attendent 19h33, soit l'heure à laquelle l'avion devait atterrir à destination. Puis, elles contactent l'île King pour prévenir. Mais, au grand étonnement de tous, sur l'île, c'est par ce coup de fil que la tour de contrôle apprend qu'un Cessna 182 devait normalement atterrir. Frédéric Valentish a probablement oublié de prévenir les autorités aériennes de l'île King. Encore une faute grave d'un pilote inexpérimenté. Alors, pendant quelques minutes, sur cette petite île, on scrute le ciel à la recherche de l'avion de Frédéric, mais ce dernier n'atterrit jamais. Nous sommes le 21 octobre 1978. Il est 19h34. Il va bientôt faire nuit. Après avoir fait la rencontre d'un ovni, Frédéric Valentish, jeune pilote australien de 20 ans, est officiellement porté disparu et les recherches pour le retrouver viennent de débuter. Dès le soir, on scrute la mer et la terre. Mais où a bien pu passer Frédéric Valentish? À 20h, 2 avions décollent et s'envolent au-dessus du détroit de Bass. S'ils trouvent Frédéric assez rapidement, peut-être, auront-ils le temps de le secourir. Et puis bonne nouvelle, ce soir-là, la météo est excellente. On voit parfaitement et jusqu'à l'horizon. On voit tellement bien que, de là-haut, les aviateurs distinguent à gauche les côtes australiennes et à droite le phare de l'île King, pourtant espacé de 80 km. Malheureusement, aucune trace du jeune pilote. On ne voit ni son épave, ni son avion dans les airs. Il est tout bonnement introuvable. Le lendemain, les recherches s'intensifient. Si le Cessna 182 s'est abîmé en mer, il doit y avoir des débris à la surface. Et s'il a atterri, Frédéric Valentish va bien donner signe de vie, ou alors quelqu'un a dû voir quelque chose. En mer, dans les airs, le long des côtes, on s'active. Dans la presse locale, on parle déjà de cette mystérieuse disparition. Un homme a vu un ovni et a ensuite disparu, comme s'il s'était évaporé. Mais que s'est-il passé ce 21 octobre 1978 ? Hallucination ?
Fuite délibérée, fugue préméditée. L'enquête débute lentement. Une quinzaine d'avions sont mis à disposition. Des militaires et des civils scrutent une zone de recherche immense. 38 km² de mer à fouiller. Après des heures de recherche, les enquêteurs du ministère reçoivent un appel. À 40 km au nord de l'île King, un avion a détecté une tache d'essence sur la surface de l'eau. Peut-être la trace de l'avion de Frédéric. Rapidement, un hélicoptère est dépêché sur place et prélève un échantillon. En attendant les retours d'analyse, les fouilles continuent. On cherche autour de la flaque des débris, mais il n'y a rien. Dans le même temps, 3 avions suivent la même trajectoire que celle empruntée par Frédéric. Ils décollent du sud de Melbourne, volent au-dessus de l'immense baie et rejoignent le détroit de Bass, où les recherches sont intenses. Ils rasent le sol pour être au plus proche possible de l'impact. Mais toujours aucune trace du jeune pilote. Quelques heures plus tard, le laboratoire d'analyse finit d'étudier l'échantillon. Résultat, la flaque d'huile trouvée par les sauveteurs, c'est de l'essence pour bateau et non pour avion. Décidément, l'Australien s'est volatilisé sans laisser aucune trace. Pendant des jours, les recherches sont intenses, mais les enquêteurs se rendent à l'évidence. Frédéric Valentich et son petit Cessna ne seront pas retrouvés de sitôt. Comment expliquer cette disparition ? La première hypothèse des enquêteurs est pour le moins étonnante. Désorienté, Frédéric aurait, sans le comprendre, retourné l'avion. Il aurait continué son vol, mais la tête vers le bas. Les lumières qu'il voyait auraient été les reflets de son petit avion dans la mer ou les lumières d'un phare non loin. Mais cette théorie ne tient pas la route. Son petit avion ne peut voler à l'envers que quelques secondes, 1 ou 2 minutes tout au plus. Il se serait rapidement abîmé en mer et son épave aurait été retrouvée. L'enquête reprend et elle est divisée en 2 questionnements. D'abord, où est passé Frédéric ? Ensuite, qu'est-il arrivé au moment de sa disparition ? C'est la deuxième question qui intéresse les autorités aériennes et c'est aussi celle qui est sur toutes les lèvres. Dans la presse, dans les conversations, les mots ovni et abduction reviennent en boucle. L'abduction, c'est le raisonnement pour lequel on restreint dès le départ le nombre d'hypothèses susceptibles d'expliquer un phénomène donné. Comment un avion a-t-il pu s'évaporer ? Vous serez d'accord avec moi, c'est surnaturel. Les esprits les plus rationnels penchent pour une autre thèse. Peut-être que Frédéric s'est tout simplement échappé. Peut-être qu'il a fugué. Pendant les jours qui suivent sa disparition, c'est l'une des hypothèses qui va être particulièrement étudiée, car on découvre des incohérences dans le discours du jeune homme. Pourquoi l'Australien voulait-il aller sur l'île King ? Au moment d'embarquer, le pilote a expliqué au contrôleur aérien qu'il devait aller chercher des passagers et les ramener à Melbourne. Combien de passagers ? Il est resté évasif. Il ne savait pas trop. Mais il a promis de prévenir les contrôleurs avant son retour vers Melbourne. Lorsque les enquêteurs étudient les rapports des 10 contrôleurs, ils semblent étonnés. En effet, la famille Valentich a une explication tout à fait différente. Assez proche, Frédéric a dit qu'il allait chercher des langoustes. Apparemment, il avait une commande à récupérer. L'île King est connue pour la pêche aux langoustes. Pourtant, aucun pêcheur n'a reçu de demande de Frédéric. En plus, c'est bien connu, en fin de journée, tous les stocks sont vides. Tout est vendu dans l'après-midi. Il aurait dû prévenir les pêcheurs de son arrivée et puis... Qui a passé cette commande ? Personne parmi ses proches n'en est à l'origine. Dans le bureau des enquêteurs, les regards se croisent, les sourcils se froncent. Cette histoire est louche, très louche. Selon eux, c'est sûr, Frédéric Valentich avait quelque chose à cacher. La thèse de la fugue revient au premier plan. On cherche alors un mobile. Depuis quelques années, ses résultats scolaires n'étaient pas brillants. Celui dont les parents sont italiens parle très bien anglais, mais à l'école, ses notes sont toujours sous la moyenne. Pendant sa dernière année, il a obtenu des résultats particulièrement médiocres, ce qui l'empêche d'intégrer la Royal Air Force, l'armée de l'air australienne. Alors il se dirige vers des études de pilote de ligne.
Voilà un peu plus d'1 an que Frédéric a obtenu une licence de pilote privé et qu'il fait des études à temps partiel pour en obtenir une professionnelle. Mais là encore, il échoue. À 2 reprises, il rate sa licence de pilote de ligne. En juillet 1978, soit quelques semaines avant sa disparition, il tente de passer 3 des 5 examens et il les rate. Devant son échec et peut-être pour garder la face, il ment. À sa famille, il assure qu'il a réussi certaines matières. Il promet d'y arriver. Il va devenir pilote. Pour les enquêteurs, la piste de la fugue est donc la plus probable. Frédéric était acculé. Il n'avait qu'un rêve, devenir pilote. Rongé par l'échec, il a voulu partir. Mais où? À la surface de l'eau, le long de la côte, aucune trace de son avion. Mais vous allez voir, un nouvel élément troublant va faire son entrée dans l'enquête. Nous sommes le 24 octobre 1978, il est 10 heures. Frédéric a disparu depuis 3 jours. L'inspecteur chargé de l'enquête reçoit un coup de téléphone qui va tout changer. Au bout du fil, un Melbournien, un cadre, employé dans une banque qui, le jour de la disparition de Frédéric Valentiche, a aperçu quelque chose d'étrange dans le ciel. Voilà un témoignage extraordinaire. L'homme, convoqué au commissariat, livre en détail ce qu'il a vu. J'ai vu un tube sans aile. Ma femme Isabelle l'a vu aussi. C'était métallique, brillant, avec une lumière verte, peut-être de la fumée verte ou de la vapeur. C'est étonnant. C'est fou même. C'est la première fois que les enquêteurs ont une description si précise, qui colle parfaitement à celle donnée par Frédéric lors de son vol. D'après une enquête au magazine UFO, spécialisé dans les ovnis et les théories extraterrestres, aucune description détaillée de l'incident n'a été donnée au public. Mais les rumeurs parlent d'une rencontre liée à des ovnis. Et il est vrai que durant les derniers jours, quelques heures avant l'incident de Frédéric, les observations d'objets volants non identifiés ont bondi. Des dizaines de personnes sont venues témoigner. Sur la dizaine d'observations faites entre le 18 et le 21 octobre, dont 3 par des pilotes professionnels, aucune n'est aussi précise que la description de ce banquier. Les autres sont trop vagues. On parle d'engins célestes, d'illuminations flottantes ou de grandes roues. Mais là, les enquêteurs ont face à eux un homme qui décrit presque mot pour mot ce que Frédéric Valentiche a vu. Et le banquier est sûr de ce qu'il affirme. Ce que j'ai vu est vrai. Faire une erreur n'est pas dans mon intérêt. Et il continue sa description. Ce qui m'a étonné, c'est le timing. Quand j'ai lu que Frédéric avait vu l'OVNI vers 19h, j'y croyais pas. Pile au moment même où Valentiche fait sa rencontre, ma femme et moi étions sur l'autoroute. Et c'est là qu'on voit cet étrange objet. Il nous a presque survolé. Il était précisément 19h. Je me souviens avoir vérifié ma montre. Il a plané dans le ciel pendant près d'1 heure, près de la ville de Geelong, au sud de Melbourne. L'OVNI était bas et se déplaçait à des vitesses folles. Il était de forme cylindrique, sans ailes, avec des rangées de hublots et était enveloppé d'une fumée verdâtre. Il ressemblait à une étoile à 4 branches, avec de la vapeur verte s'échappant de l'une d'entre elles. Peu après, le banquier dessine un croquis de ce qu'il a aperçu. Étonnamment, le couple n'a pas observé le petit avion de Frédéric dans les airs, et forcément, ils n'ont pas vu ce qui est advenu au pilote australien. Pourtant, le ciel était dégagé et l'avion ne volait pas très haut. Toutefois, le témoignage reste intéressant. Il correspond quasiment à la description que Valentiche a faite à la tour de contrôle. Ce témoignage fait le tour de la presse et le père de Frédéric met en avant sa théorie. Pour lui, c'est évident. Son fils est retenu par des aliens. Ces derniers font des expérimentations sur son corps humain. Une fois l'étude terminée, il sera remis en liberté. Il faut dire que le jeune homme et son père sont de grands passionnés d'OVNI. Plus tôt cette année-là, ils avaient observé un objet étrange dans le ciel. L'engin se déplaçait très rapidement. Une rencontre apparemment extraordinaire, mais surtout, Frédéric avait confié à son père sa plus grande peur. Il redoutait qu'un OVNI vienne l'attaquer alors qu'il était dans les airs.
Officiellement, les enquêteurs gardent cette piste en tête. Officieusement, ils n'y croient pas vraiment. Dans leur rapport, on découvre ce passage. Parmi les hypothèses que nous retenons, d'abord, un ovni a pu faire disparaître Frédéric Valentich, mais à part les observations que nous avons eues, il n'y a pas eu de rapport concret d'un engin suffisamment grand pour embarquer à bord un Cessna 182. En revanche, Frédéric a pu être désorienté au moment de la rencontre et causer un accident. Mais cela aurait entraîné un impact incontrôlé dans la mer et on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des débris, ce qui nous laisse deux hypothèses. La première, Frédéric a peut-être tenté d'amérir avec l'intention de s'échapper de l'avion avant qu'il ne coule. Cet amérissage aurait pu être réussi ou non. Dans un cas comme dans l'autre, aucun débris n'aurait été trouvé. Et si la tentative du pilote de quitter l'avion a échoué, le corps peut encore se trouver dans la cabine. La seconde, Frédéric a peut-être tenté de fuir, de s'échapper ailleurs, et l'avion n'a pas encore été découvert. Les jours, les semaines, puis les mois passent. Pendant des années, les recherches ne donnent rien. Les enquêteurs se heurtent à un mur. Frédéric Valentich semble s'être volatilisé. Aucune hypothèse n'est officiellement écartée. Mais en 1982, le rapport de l'enquête tombe et nous allons peut-être enfin découvrir ce qu'il est arrivé au jeune pilote australien. Nous sommes le 27 avril 1982. C'est aujourd'hui que le rapport tant attendu doit être rendu. Plus de 2 ans d'enquête, compilés dans 300 pages. Dans la presse, les proches et les curieux sont impatients de découvrir le résultat de l'enquête. Depuis 1978, l'histoire du pilote disparu a fait le tour du monde. En Australie et ailleurs, de nombreuses personnes, des amateurs passionnés par les ovnis pour la plupart, se sont penchés sur le sujet. C'est vrai que la disparition de Frédéric Valentich est l'une des plus mystérieuses de la fin du XXe siècle. Encore aujourd'hui, en 2024, nombreux sont celles et ceux à vouloir comprendre ce qu'il s'est passé. Et justement, en 1982, dans la matinée de ce 27 avril, le rapport est remis au ministère des Transports, sobrement intitulé « Rapport de synthèse de l'enquête sur l'accident d'avion ». Ces quelques pages compilent tout ce que les enquêteurs savent. Comme je vous le disais, jusqu'ici, plusieurs hypothèses sont retenues. Désorientation entraînant un accident ou fugue à la suite d'années de mensonges. Pourtant, en lisant ce rapport confidentiel, les membres du ministère qui découvrent les notes sont effarés. Témoignages, extraits du dialogue entre Frédéric et la tour de contrôle, extraits de journaux, copies de courriers. Le document pèse son poids. Arrivé au terme du rapport, on découvre notamment les notes suivantes. Lieu de la disparition, inconnu. Heure de la disparition, inconnu. Gravité de l'événement, présumé fatal. Cause de la disparition, à déterminer. La réception du rapport est pour le moins décevante. Vous en conviendrez. À l'époque, seule une poignée de personnes peut le consulter, mais la conclusion s'ébruite et arrive aux oreilles des passionnés d'ovnis. Leur mécontentement est au minimum palpable. Pour eux, les enquêteurs n'abordent que très peu la question des ovnis. Ce rapport ne résout en rien la mystérieuse disparition de Frédéric Valentich, note dans une lettre l'un des chercheurs d'ovnis les plus investis dans la recherche du pilote. Il enchaîne. Le seul moment où le ministère s'est intéressé à l'OVNI, c'est au tout début de l'enquête. Il suggérait que Frédéric Valentich avait pu voler la tête en bas, totalement désorienté. Les flashs, les lumières de l'OVNI seraient alors tout simplement les lumières d'un phare non loin. C'est que cette thèse-là, les enquêteurs du ministère refusent de l'étudier. Déjà parce que c'est la théorie à laquelle ils croient le moins. Ensuite parce que, selon le ministère, ce n'est pas son rôle de répondre à cette question. La seule question à laquelle ils doivent répondre est « Qu'est-il arrivé à l'avion de Frédéric ?» Si accident il y a eu, il ne doit jamais se reproduire.
Chercheurs d'ovnis et proches du disparu ont un goût amer en bouche. Les années d'enquête n'ont rien donné. Et le père de Frédéric, convaincu que son fils a été enlevé par des aliens, se tourne maintenant vers des médiums et des chamans pour trouver un signe, une piste, une explication. Il y a quelques années de cela, un homme, un plombier, lui a apporté une preuve, une photo de l'OVNI. Le 21 octobre 1978, jour de l'accident donc, ce plombier se trouvait au sud de Melbourne, en bord de mer. Il était quasi 19 heures lorsqu'il a assisté médusé à un spectacle anodin, le coucher du soleil. Amoureux du point de vue, il a sorti son appareil et pris quelques clichés, mais ce qu'il a capturé est de prime abord bien plus remarquable qu'un simple coucher de soleil. Sur l'un de ces clichés, au premier plan, on voit la côte s'arrêter net. Et au second plan, on voit la mer et le soleil en toile de fond. À droite, une tache, une petite boule difforme, enveloppée d'une épaisse fumée. Elle semble flotter dans les airs, à plusieurs centaines de mètres. Elle semble aussi revêtue d'une couche métallique, plus ou moins comme l'a décrit Frédéric, juste avant sa disparition. Plusieurs semaines après la découverte de ce cliché, c'est l'affolement. On a la photo de l'OVNI. C'est extraordinaire. Le cliché fait le tour de la ville et même du monde. En réalité, et désolé de vous décevoir, il n'en est rien. La boule que l'on voit ne se trouve pas à plusieurs centaines de mètres de l'appareil, mais plutôt à quelques centimètres. Il s'agit peut-être d'une tache, une poussière ou un petit insecte qui passait là par hasard et qui crée cette illusion. En tout cas, ce n'est pas un ovni. Les pistes pour trouver Frédéric sont au point mort, aux grandes dames de ses proches. Printemps 1983. Un an après la conclusion de l'enquête et 54 mois après la disparition, une découverte va tout faire basculer. Un soir de mai 1983, un événement inhabituel va avoir lieu. Là où le pilote a disparu, dans le détroit de Bass, l'eau s'agite. Au fond du détroit, des courants très forts sont observés, faisant remonter à la surface toutes sortes de choses, des nutriments, des sédiments et quelques objets perdus en mer. Le dimanche 15 mai 1983, sur l'île Flinders, à plus de 300 kilomètres de la zone de disparition, deux amis se baladent le long de la plage. Ils sont aviateurs et membres du personnel de l'aéroport de l'île. Et là, sur cette plage qui borde l'aéroport, ils observent quelque chose de curieux. Ils n'ont jamais vu ça. Là, comme déposé sur le sable, ils trouvent un bout de métal, un petit morceau de tôle. L'objet est blanc, ne pèse pas très lourd, mais lorsqu'ils l'observent de plus près, ils en sont certains. C'est le bout d'un Cessna 182, le même type d'avion que celui de Frédéric Valentich. À vue d'œil, le morceau est assez vieux. L'érosion a fait son travail, mais on peut quand même remarquer sur le côté un bout de numéro de série. Il servira à identifier l'appareil auquel appartenait ce morceau. Rapidement, les deux amis contactent les enquêteurs et envoient leurs trouvailles. Ce bout de ferraille ne fait que 30 cm. Pourtant, il est analysé pendant plusieurs semaines. Et quand l'analyse tombe, encore une fois, sa conclusion est décevante. Impossible de dire avec certitude s'il s'agit d'un morceau de l'avion en question. Cependant, plusieurs éléments vont en ce sens. Déjà, le morceau appartient à un Cessna 182. C'est un bon début. Il s'agit d'un volet de capot, une petite trappe située sous le moteur. Sur le capot, on peut trouver un bout de numéro de série. Ensuite, il correspond en partie au numéro de série de l'avion du pilote australien. Et puis, la pièce est blanche, comme l'avion de Frédéric. Enfin, depuis sa disparition, aucun autre accident avec ce modèle d'avion n'a été observé dans la zone. Les enquêteurs observent d'ailleurs qu'un des boulons a complètement bouilli, comme si il y avait eu une explosion en vol ou à l'impact. Une nouvelle information qui pourrait percer le mystère sur la disparition de Frédéric. Malgré les nombreux éléments à leur disposition, les enquêteurs restent sur leur réserve.
Comment une telle pièce a-t-elle pu voyager sur plusieurs centaines de kilomètres au fond de l'eau? Quoi qu'il en soit, 5 ans après la disparition de Valentish, l'avion semble avoir été retrouvé. Rien n'explique pourtant la cause de l'accident. Pendant des décennies, l'enquête avance à pas de fourmi. 35 ans après la disparition de Frédéric, 2 personnes vont tenter l'impossible. Ils vont reprendre le dossier afin de tenter d'élucider ce que personne n'a jamais compris. Il s'agit d'un astronome et d'un chercheur. Et à ce jour, ce sont eux qui ont livré la théorie la plus probable sur la mort de Frédéric. Nous sommes alors en 2013. Ils reprennent le rapport, réécoutent l'enregistrement et révèlent ce que personne n'avait compris. Frédéric a été pris dans une spirale de la mort. Voilà un nom terrible pour un événement dramatique. Une spirale de la mort se produit en plein vol. Dans les airs, un pilote inexpérimenté peut se retrouver désorienté. Il peut être en perte de repères visuels lorsque le soleil se couche, par exemple. C'est là que la spirale de la mort commence. Le pilote peut alors avoir l'impression que son avion tangue, tourne ou change de position. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'une impression. Dans ces moments-là, il faut faire confiance aux instruments de mesure qui vont parfois contre l'instinct du pilote. Le risque, sinon, s'enfoncer dans la spirale de la mort. Entrer dans un piège fatal dans lequel l'avion tombe en chute libre et s'écrase au sol. À l'heure où je vous raconte cette histoire, cette théorie, celle de la désorientation spatiale, est la plus probable. Frédéric Valentish était un pilote inexpérimenté qui, vraisemblablement, n'en faisait qu'à sa tête. Au moment du coucher du soleil, il a dû perdre ses repères. Il a cru perdre le contrôle de l'appareil et n'a pas fait confiance aux instruments. Il a été entraîné dans cette spirale infernale. Son avion serait tombé en chute libre. Il se serait alors écrasé, l'impact créant une forte explosion. Et cela vient confirmer une autre théorie. Souvenez-vous, 2 personnes ont retrouvé un morceau d'épave qui semble appartenir à l'avion de Frédéric. Sur le morceau, un des boulons avait complètement bouilli. Cela pourrait être dû à cet impact. Celui qui était obsédé par les aliens a pu confondre les phares d'un vaisseau extraterrestre avec autre chose. Les lumières qu'il aurait vues auraient pu être Vénus, Mars, Mercure et Antares, qui venaient d'apparaître et brillaient dans le ciel. Pourtant, cela n'explique pas les autres témoignages d'OVNI. C'est là tout le mystère de la disparition de Frédéric Valentish. Si la théorie de la spirale de la mort est la plus probable pour expliquer son accident, jamais personne n'en aura la preuve. À travers les décennies, l'affaire a pris une dimension mythique. Les médiums et les chamans se sont emparés de cette histoire avec passion. Des rumeurs intrigantes circulent encore aujourd'hui, prétendant avoir repéré le jeune homme en Tasmanie, au sud de l'Australie. Certains continuent d'affirmer que Frédéric Valentish a été emporté par un ovni. Une chose est sûre, de nombreuses zones d'ombre entourent encore cette disparition. Bien des révélations restent à être faites pour éclairer l'un des plus grands mystères de la fin du XXe siècle. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Charles Détieux. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.